Voici une situation que tout investisseur va rencontrer tôt ou tard. Une entreprise publie des résultats décevants. Les ventes comparables progressent de 0,6%, soit à peine au-dessus de zéro. Le bénéfice par action recule de 3,7% par rapport à l'année précédente. Les marges se compriment et pourtant, le management monte au créneau et dit tout va bien. On maintient nos guidance annuels. L'accélération arrive au second semestre. Est-ce que tu leur fais confiance? C'est la situation centrale que posent les résultats du premier trimestre de l'année fiscale 2027 de Home Depot. Et je rappelle que l'année fiscale de Home Depot se termine généralement au mois de janvier. Donc, au mois de janvier 2026, ils ont publié leur exercice fiscal de l'année 2026, donc le quatrième trimestre de l'année 2026. C'est là les raisons pour lesquelles actuellement on parle plutôt de l'année fiscale 2027. OK? Et c'est une question beaucoup plus difficile qu'elle n'y paraît. Parce qu'elle n'a pas de réponse dans les chiffres trimestriels eux-mêmes. Elle a une réponse dans l'historique du management. Et c'est très important le terme historique. Et cet historique, la plupart des investisseurs ne l'ont pas construit. Ils ne s'y intéressent même pas. Mais avant d'y aller, il faut comprendre exactement ce que les chiffres racontent. Home Depot est le premier distributeur mondial de matériaux et d'équipements pour la rénovation résidentielle ainsi que professionnel. Et quand on parle de professionnel, ici, on est plutôt sur tout ce qui concerne ici le commercial, etc. Okay? Donc, son modèle économique repose sur deux clientèles distinctes. Les particuliers qui bricolent le week-end et les professionnels du bâtiment, entrepreneurs, plombiers, électriciens, qui achètent en volume et en fréquence. Donc, ils achètent plus et plus fréquemment. Donc, ces deux clientèles ont des comportements très différents. Et leur santé respective donne des signaux très différents sur l'état du marché. Maintenant, au premier trimestre, Home Depot a généré 41,8 milliards de chiffre d'affaires en hausse de 4,8%. En surface, ça ressemble à une performance solide. Mais ce chiffre est trompeur parce qu'il est tiré en grande partie par les acquisitions, notamment GMS, un distributeur de matériaux de construction spécialisé. Donc la croissance organique, celle qui reflète la vraie santé du business existant, est quasi inexistante. Donc les comparables sales, c'est-à-dire les ventes des magasins ouverts depuis plus d'un an, n'ont progressé que de 0,6%. Petite parenthèse, quand une entreprise distribue le produit qu'elle vend généralement ici par l'entremise de magasins qui lui appartiennent, le same store sale est très important. C'est peut-être le problème que j'ai avec LVMH concernant Sephora ou bien d'autres enseignes qu'elle détient en propre. Parce qu'on ne publie pas ces informations-là. Et ces informations sont très importantes pour l'investisseur. Et on ne publie pas ces informations sous prétexte que concernant la concurrence, etc., je ne crois pas à cet élément-là. D'accord? Moi, quand je ne vois pas les informations concernant le same store sale de Sephora, ça m'inquiète. OK? Parce que je ne peux pas savoir si les gens achètent plus ou bien achètent moins. OK? Et vous allez comprendre ici que une entreprise peut générer plus en termes de magasins comparables sans pour autant plus vendre en termes de volume. Ça coûte juste plus cher. Et ça, c'est interprété de deux façons différentes. Il ne faut pas l'oublier, on referme la parenthèse et on continue. 0,6%, c'est le chiffre qui compte. Parce que c'est lui qui mesure si Home Depot gagne ou perd du terrain sur son marché naturel, indépendamment des acquisitions. Et ce chiffre raconte une histoire précise sur le consommateur américain en ce moment. Les transactions ont reculé de 1,3%. Le volume de transactions, je veux dire. Les clients viennent moins souvent. En revanche, quand ils viennent, ils dépensent plus. Donc le ticket moyen a progressé de 2,2%. La question est de savoir, est-ce qu'ils dépensent plus parce que, techniquement, ils achètent plus? Enfin, pas qu'ils achètent plus, mais est-ce que ça coûte plus cher de manière générale? Parce qu'on dit qu'ils dépensent plus alors que les volumes diminuent. L'interprétation peut être différente. OK? Donc, ce pattern, moins de visites, mais des achats plus importants, est caractéristique d'un consommateur qui consolide ses dépenses, qui reporte les petits projets mais continue d'exécuter les grands travaux déjà engagés. C'est de la prudence, pas de la détresse.
mais c'est de la prudence quand même. Il ne faut pas l'oublier. La raison de fond, elle est connue. Le marché immobilier américain reste grippé par des taux hypothécaires élevés. On en a parlé dans une vidéo précédente. OK? Quand les gens n'achètent pas de nouvelles maisons, et je reviens sur tout ce qui concerne le FICO, etc., on en a parlé sur cette vidéo, je ne vais pas revenir dessus parce qu'il y a des éléments que j'ai mentionnés que je ne vais pas juste répéter ici. OK? Donc, quand les gens n'achètent pas de nouvelles maisons, ils ne rénovent pas. Quand ils ne rénovent pas, Home Depot souffre. C'est une corrélation historiquement stable et bien documentée. Et tant que les taux restent où ils sont, ce vent de face structurel ne disparaîtra pas. Et la chose qu'il faut savoir, c'est que vous ne saurez pas. Techniquement, quelqu'un qui veut investir dans le domaine immobilier résidentiel de manière générale, ou bien qui veut investir sur Home Depot de manière générale, les taux d'intérêt hypothécaires pourraient être un catalyseur. Si ces taux d'intérêt hypothécaires diminuent, dernièrement, on a changé le PDG, le gouverneur de la Fed. Qui l'a changé? Le président actuel. Et ce président-là, c'est le même qui vous dit il faut allonger la durée des prêts hypothécaires. Il faut également que les taux d'intérêt hypothécaires diminuent. Et donc, dites-vous qu'il a dû sélectionner quelqu'un qui pourrait aller dans son sens. Ne l'oubliez pas. Donc, ça peut être un catalyseur. Entre parenthèses, je n'ai pas dit que c'est un catalyseur. Ça pourrait être. De manière générale, aux États-Unis, il faut que vous sachiez une chose. Il y a une pénurie de logements. OK? On a besoin de biens, de résidences immobilières ici. On a besoin d'une construction de plus en plus élevée. Mais pour augmenter, il faut acheter. Et pour acheter, il faut que les taux d'intérêt soient attractifs. Or, il y a un précédent. Les gens qui veulent acheter aujourd'hui, les primo-ascendants, ont connu des taux d'intérêt inférieurs à 3%. Les taux d'intérêt hypothécaires. Aujourd'hui, on leur dit 6%. Ils vont peut-être attendre que ça redescende à 3%. Mais est-ce que ça veut dire que ça va arriver à 3%? Non. Tôt ou tard, ils n'auront pas le choix que d'acheter. Tout simplement parce que 6% sera peut-être la nouvelle norme. Ne l'oubliez pas. N'attendez pas le fait que, oui, il faut que ça descende à 3% pour que ça... Non, non, personne ne sait à quoi ça va ressembler parce que ça dépend de la décision d'un être humain. Et ça peut changer par rapport au coût du travail, machin, truc. Il y a beaucoup de moving parts. OK? Donc, c'est dans ce contexte que le management a maintenu sa guidance annuelle. Croissance et des comparables sales entre 0% et 2% et croissance du bénéfice par action entre 0% et 4%. Et c'est là que la vraie question d'investisseur émerge. Mathématiquement, maintenir cette guidance avec un Q1 à 0,6% de comparable sales signifie que le management anticipe une accélération significative sur les 3 trimestres restants. Le Q1 est au bas de la fourchette annuelle. Pour finir l'année entre 0% et 2% de croissance comparable, les trimestres suivants doivent livrer des chiffres nettement supérieurs. C'est une promesse d'accélération. Et cette promesse repose sur un pari que le marché immobilier se détend suffisamment pour libérer de la demande reportée au second semestre. Et je vous renvoie encore une fois sur la vidéo concernant FICO et Equifax. J'en ai parlé. J'ai dit ce qu'il fallait dire dessus. Je ne vais pas revenir sur Home Depot parce que les trois sont liés. Vous voulez investir sur le marché immobilier américain ou bien vous voulez investir aux États-Unis, il faut comprendre comment est-ce que les secteurs fonctionnent de manière générale. Même si ce n'est pas juste aux États-Unis, c'est de manière générale. Et je le répète encore et encore. Tôt ou tard, il y a une certitude. Vous me donnerez raison. Parce que les secteurs d'activité sont très différents. On n'investit pas parce que le dividende augmente ou bien ça fait 56 ans qu'elle distribue. Ça, c'est ce que les gens qui font au niveau 1 le font. C'est ce qu'ils font généralement. OK? Si tu te considères comme étant un investisseur, il faut essayer de réfléchir comme un investisseur. Et un investisseur se pose des questions. OK? Je continue. Ce pari est-il raisonnable? Peut-être. Les taux hypothécaires ont montré quelques signes de détente, notamment avant tout ce qui se passe au Moyen-Orient.
si on parle avant la fin du mois de février. Il existe effectivement une demande refoulée de rénovation accumulée pendant plusieurs années de marché immobilier à tonnes. Et Home Depot a historiquement bénéficié d'effets de rattrapage puissants quand les conditions se normalisent. Mais peut-être, n'est-ce pas une thèse d'investissement? Et voilà pourquoi. Alors, le consensus de marché prévoit déjà un bénéfice par action de 15,04$ pour l'année complète, donc l'année fiscale 2027. Ce chiffre se situe au-dessus du midpoint de la guidance officielle du management. Donc, ce chiffre-là, il est légèrement au-dessus de la moyenne de la guidance. OK? Autrement dit, les investisseurs ont déjà intégré dans le prix de l'action actuelle non seulement que la guidance sera atteinte, mais qu'elle sera légèrement dépassée. La marge d'erreur est donc mince. Si l'accélération promise par le management au second semestre tarde à se matérialiser, la déception sera double par rapport aux attentes du marché et par rapport à la parole du management. C'est exactement ce type de situation qui exige qu'on pose la bonne question. La bonne question n'est pas « Est-ce que Home Depot est une bonne entreprise ?» Elle est structurellement une bonne entreprise, vous le savez. La bonne question n'est pas également « Est-ce que le marché de la rénovation va se reprendre ?» Il va se reprendre, ça c'est une certitude. Un jour, personne ne sait quand, mais ça c'est une certitude. La vraie question, elle est plus précise et plus inconfortable. Est-ce que ce management a un historique qui justifie qu'on lui accorde le bénéfice du doute quand il promet une accélération qu'on ne voit pas encore dans les chiffres? Est-ce qu'il a l'habitude de dire ce qu'il fait et de faire ce qu'il dit? Ça, c'est la question qui compte. Et cette question, tu ne peux pas y répondre en lisant un communiqué trimestriel. Non. Pour y répondre, il faut faire un travail que la plupart des investisseurs ne font pas. Comparer systématiquement ce que le management de Home Depot a promis dans le passé à ce qu'il a réellement livré. Je dis que j'aurai 1 et j'obtiens 0. Est-ce que je peux te faire confiance pour la suite quand tu me dis que tu auras 2 alors que tu n'as pas pu obtenir 1 précédemment? Grosse question. Et donc, l'historique du management est très important. Si vous avez un management qui a l'habitude de dire ce qu'il fait et de faire ce qu'il dit, très bien. Mais si vous avez un management qui a l'habitude de dire sans faire, ce n'est pas la même chose. Est-ce que les guidances précédentes ont été atteintes, dépassées, manquées? Avec quelle régularité? Avec quelle honnêteté dans la communication autour des écarts? Est-ce que ce manquement a une habitude, est-ce que ce management a une habitude de sous-promettre et de surlivrer? Ce qui rendrait la guidance conservatrice. Je connais des managements pareils. Quand ils vous disent 1, il y a de grandes chances que ce soit supérieur à 1 parce qu'ils ont l'habitude de sous-promettre et de surlivrer. Parce que dis-vous une chose, la guidance n'est pas une obligation. OK? Ce n'est pas une obligation. C'est le management qui vous dit « j'aurai 1 ». Et quand il vous dit « j'aurai 1 », il vaut mieux que ce soit au moins 1. Je dis bien au moins 1. Parce que personne ne les a obligés à donner une guidance. Ce n'est écrit nulle part qu'un management doit donner une guidance. LVMH ne le fait pas. Ils ne vous disent pas qu'on aura 6%. Non. Ils vous disent que le chiffre d'affaires sera plus élevé que l'année précédente. Point à la ligne. Ça peut être plus élevé que 0. Ça sera peut-être 0,1% ou bien 0,00001%. Mais ils ne vous donnent pas un chiffre. Ils ne sont pas obligés de le faire. OK? Ou au contraire, un management qui a une habitude de projection optimiste qui se heurte à la réalité. Est-ce que vous pouvez déterminer si c'est le cas? Est-ce qu'elle a l'habitude ici de surpromettre et de sous-livrer? Ce sont des questions que vous devez vous poser. Oh, tu ne t'es pas encore posé ce genre de questions? Eh bien, tu devrais. Qu'importe l'entreprise. Home Depot n'est qu'un sujet, ce n'est qu'une raison pour parler de ce sujet-là. Ce travail transforme complètement ta lecture de la situation actuelle. Un management avec un excellent historique de fiabilité qui maintient sa guidance malgré un Q1 difficile, c'est un signal de confiance. Un management avec un historique d'optimisme excessif
qui maintient sa guidance malgré un Q1 difficile, bah, c'est un signal d'alarme. Si tu as l'habitude de dire des choses que tu ne fais pas, bah, techniquement, je ne te ferai pas confiance quand tu me diras du genre, ok, j'aurai 2, alors que quand on regarde le trimestre actuel, bah, ça serait difficile d'avoir même 1,5. Ok? So, les chiffres sont identiques dans les deux cas. L'interprétation est radicalement opposée. C'est précisément ce que le prompt Top Invest, le prompt Premium, la direction tient-elle ses promesses, te force, et c'est le nom du prompt. Est-ce que la direction tient ses promesses? La direction tient-elle ses promesses? Ce prompt-là te force à construire de façon rigoureuse. Il te demande de comparer les targets affichés aux résultats réels sur plusieurs années, d'identifier les patterns de guidance, d'analyser comment le management communique autour de ses manquements et d'évaluer la qualité de sa candeur versus sa tendance au spin. Quand on dit spin, bah, c'est la tendance à trouver des raisons. Après qu'on ait dit qu'on aura ci, après on se dit, oh non, si on l'a pas, ben, c'est parce qu'il y avait ça, la guerre au Moyen-Orient, machin, truc, alors qu'on se rend compte que bah, ton chiffre d'affaires peut-être au Moyen-Orient, c'est peut-être 2%. Est-ce qu'on peut te croire pour la suite? Donc, ce n'est pas un exercice de style, c'est le travail préalable qui te permet de décider si une guidance maintenue dans un contexte difficile mérite ta confiance ou ta méfiance. Ok? Donc, tu le trouves dans la bibliothèque de Prompt Premium Top Invest, donc le lien en description de la vidéo. Et je rappelle une chose, nous avons atteint 7,5% ici par rapport à nos coprojets. Donc, on a atteint 7,5% de financement par rapport à nos coprojets. Et ce projet-là est uniquement financé par la bibliothèque de Prompt, qu'elle soit premium ou de base. Ok, toutes les informations sont en description de la vidéo. Parce qu'en investissement, la valeur d'une promesse de management ne se lie pas dans la promesse elle-même. Je ne fais confiance à personne. Sauf si tu as une historique ici de confiance. Donc, si tu as l'habitude de dire et de faire. Donc, la valeur d'une promesse se lie dans ce que les promesses précédentes sont devenues. Si tu m'as dit que tu auras un hier et que tu l'as eu le lendemain, je te crois quand tu vas me dire qu'on aura 4 après-demain. Parce que tu as l'habitude de dire et de faire. Ok? Maintenant, on arrive à la partie la plus facile qui est l'analyse quantitative. C'est simple. Ici, Home Depot, chiffre d'affaires élevé. Ok, c'est de la rénovation, partie 1, et ainsi que la dynamique de construction résidentielle, etc. Ça peut également être bénéficiaire pour cette compagnie. Premier niveau de pricing power, c'est quoi? Maintien des marges brutes. Ici, on constate que les marges brutes sont de moins en moins élevées. Mais attention, ça peut être un effet de volume. Enfin, c'est un effet ici parce que techniquement, on a une baisse par rapport. C'est 1% en moins. Mais attention, on ne tire pas de conclusion si on ne compare pas avec la marge EBITDA. Ça peut être un business qui est de plus en plus efficient. Et vous comparez ici que, ah oui, c'est le cas. Mais attention, sur les dernières années, on avait 17% et là, on a 15%. Ça veut dire que le coût du travail est de plus en plus élevé alors que le prix, la marge de bruit de manière générale est en décroissance. Et il faut faire attention à partir de ce niveau-là. Dette nette sur EBITDA, qu'est-ce qu'on a? Dette nette de manière générale, c'est 54 millions parce que c'est une entreprise qui fait des acquisitions de manière générale sur les dernières années. Ça veut dire que la croissance organique, c'est bien, mais pour continuer à générer ce niveau de croissance-ci, il faut commencer à faire des acquisitions. 2021, 7 milliards 800. Plus grosse acquisition, c'était en 2024, 17 milliards. Ensuite, 2025, on a eu à peu près 5 milliards. Donc, on fait de plus en plus d'acquisitions. Ça veut dire que, organiquement parlant, pour continuer à croître, on n'a pas le choix que de faire des acquisitions. De la croissance organique, il va falloir qu'on commence un tout petit peu à regarder ailleurs. OK? Ensuite, et je vous dis, quand une entreprise fait des acquisitions, elle peut cacher une détérioration de son activité. Faites très attention. Parce que quand on fait une acquisition, oui, il faut acheter une entreprise qui a un ROIC supérieur à 10%, machin, truc. Mais attention, le ROIC, c'est la tendance qui compte. Et encore, c'est encore mieux de comprendre pourquoi la tendance est décroissante ici. Au plus haut, on avait du 19%. Mais regardez ceci. Quand l'entreprise a commencé à faire des acquisitions, pour ceux qui savent comment est-ce qu'une acquisition se fait, vous avez vu que le ROIC a commencé à fluctuer. Est-ce que ça veut dire qu'elle est devenue une mauvaise entreprise? Non. Home Depot, parmi les entreprises qui font exactement ce qu'elle fait, c'est la meilleure. Ne l'oubliez pas. C'est la meilleure. Malgré cette tendance-ci. Et cette tendance, il peut être expliquée. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Je ne vais pas revenir dessus. Soyez curieux, allez chercher.
Je pense que j'ai fait une vidéo sur le ROIC de manière générale. On ne va pas avoir tendance à se répéter ici. Combien de fois les bénéfices du management payent généralement pour ce... Enfin, les opérateurs de marché payent généralement pour ce type d'entreprise. Je rappelle que Home Depot est drivé par la construction résidentielle et également par la rénovation. 20 fois les bénéfices, belle entreprise, track, pricing power, oui. Et également, très belle politique en matière de personnel. 20 fois les bénéfices, ça peut être compréhensible. Mais je vais l'analyser sur deux façons. Deux faces. Premièrement, 20 fois les bénéfices. Deuxièmement, 15 fois les cash flows. Et là, on va sur face graph directement. OK? Ici, vous voyez que les cash flows sont fluctuants, machin. On va faire simple. Hein? Par rapport à ce qui est attendu en 2027, janvier 2027 ici, 15 fois les cash flows, ça donne 245 $. 245 $ moins la dette nette. Moins la dette nette de 64 $. Attention. Non, ce sont des free cash flow. C'est différent. Donc, 314, 3, 1, 4, moins la dette nette. On a une dette nette de combien? Ma mémoire est très mauvaise pour ce genre de chiffres-là. Alors, on a une dette nette de combien? On a une dette nette aux alentours ici des 64 $. OK? Pas besoin de précision. Ça donne à peu près un prix aux alentours des... Ah, non, pas 60. Ça donne... Voilà. 3, 1, 4, moins 6, 4, ça donne 250. 250 serait un prix intéressant pour moi. 300, il faudrait vraiment que la croissance soit certaine, que les parts de marché soient très basses pour espérer qu'on en ait plus demain. OK? Parce que l'avantage concurrentiel de cette entreprise, c'est quoi? C'est lequel? Qui peut le mettre en commentaire, cet avantage concurrentiel? Comment est-ce qu'il s'appelle? Ça, c'est la question que je vous pose. Et je ne répondrai pas à cette question parce que je connais à peu près la réponse. Bref, laissez-moi savoir en commentaire comment s'appelle l'avantage concurrentiel de Home Depot, mais surtout, comment est-ce qu'il est mis en pratique. Ceux qui ont fait le bootcamp, c'est la même chose que Costco. On revient ici maintenant. Concernant Home Depot, la première façon de l'analyser, c'est regarder les cash flows normalisés, etc. Deuxième élément, et quand je dis normalisé, j'ai pris un raccourci. C'est une entreprise qui est capable de générer 21 $ de cash flow opérationnel au minimum sur les années à venir. OK? De manière certaine. Deuxième élément, je prends les free cash flow. Et pour les free cash flow, je prends 20. Et notamment, je vais les normaliser. Bon, je prendrai un chiffre ici, disons, ça me donne à peu près 20 fois les bénéfices de 2027, en sous-entendant qu'elle soit capable d'au moins rapporter 16,35 $ par action. On peut voir ici que c'est une entreprise. 80% du temps, les analystes font de bonnes prévisions. 20 fois les bénéfices, ça donne à peu près 326 moins 64. On prend 326 moins 64. Ça donne combien? 262. Donc, on peut se dire ici que, de manière générale, c'est un business à 262 $, ça peut être intéressant. OK? En dessous de ce chiffre-là, je mettrai 262. 262. Je ne paierai pas cette compagnie à 25 fois les bénéfices. Non, c'est terminé. OK? Je mets ça à ce niveau. En dessous de ce chiffre-là, ça sera très, très intéressant. Maintenant, pour ceux qui sont là par rapport aux dividendes, si l'entreprise vous revient la totalité des bénéfices nets attendus en 2027 par rapport au prix actuel, et quand je dis le prix actuel, c'est celui qui date à peu près du 18 du mois de mai 2026, aux alentours de 300 $, ça donne à peu près un rendement sur coût de combien? 5,45%. Votre dividende est de 3,11. Le plafond de verre, c'est 5,45. OK? C'est une entreprise qui a les moyens de repayer la dette, donc je ne m'inquiète pas par rapport à ça. Donc pour moi, Home Depot, est-ce que c'est une opportunité d'investissement? Je préfère laisser rester sur les lignes de côté. Quantitativement, ça ne m'intéresse pas du tout. Si je décide de m'y intéresser, c'est uniquement parce que je pense que la croissance en termes de chiffre d'affaires est... Enfin, il y a un potentiel ici en termes de prise de part de marché globalement. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vérifiable? Je vous laisse aller regarder quelle est la taille du marché de Home Depot dans ces zones géographiques d'opération. N'oubliez pas, la bibliothèque de Prompt finance notre projet. Ce n'est pas un financement socio-participatif ou un truc comme ça. Non. Je ne vous demande pas d'argent. Prenez la bibliothèque de Prompt si vous pensez que ça peut vous aider à accélérer vos analyses fondamentales, qualitatives et non quantitatives. OK? Si vous avez des questions, vous avez le groupe School où je pourrais répondre à ces différentes questions-là.
Ok, tout est en description de la vidéo de manière générale. Et comme je le dis toujours, c'est le moment de soutenir sérieusement la chaîne. Ok, toutes les informations sont en description. Maintenant, Home Depot, est-ce intéressant ou pas du tout? Libre à vous de décider par rapport à vos attentes, etc. Pour moi, je reste sur les lignes de côté. Merci, au revoir.